Les juges et la loi, le rôle des juges dans la formation de la loi sous l'Ancien Régime, pendant la monarchie absolue. Alors, en présentation, je voudrais vous expliquer qu'il faut comprendre l'organisation de la justice sous l'Ancien Régime. Alors, il y a une série de principes que je vais très rapidement développer ici. Tout d'abord, le premier principe, c'est le roi est source de toute justice, donc la justice est un attribut royal. Normalement, c'est le roi qui doit rendre la justice. L'exemple qui est toujours cité au XVIIe siècle est celui de l'ancêtre des rois de l'époque, Saint Louis, Louis IX, qui rendait la justice sous son chêne. Deuxièmement, le roi ne peut pas physiquement, bien évidemment, rendre toute la justice dans son royaume. Le roi délègue donc à des officiers la justice. La plus grande partie, on peut dire, de la justice. Il en garde une petite partie, la petite partie qui est gardée par le roi, qui est en fait jugée par des commissaires étroitement dépendants du roi, s'appelle la justice retenue. La justice qui est confiée aux officiers s'appelle la justice déléguée, c'est la justice majoritaire. Alors donc c'est le centre de notre problème. Troisièmement, la justice déléguée, qui est donc la justice, on pourrait dire, de droit commun. La justice déléguée a une particularité qui peut nous paraître étonnante, c'est qu'elle est complètement indépendante du roi. C'est la justice royale, premièrement. Deuxièmement, c'est la justice royale complètement indépendante du roi. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie, elle est assurée par des gens qui sont des officiers, c'est-à-dire qui achètent leur office, qui achètent le droit de juger, l'office devenant héréditaire, l'office étant complètement patrimonial, c'est-à-dire qu'on peut le vendre, on peut l'acheter, on peut l'hypothéquer. Bon, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'attendent rien du roi, qui ont acheté leur droit de juger et qui jugent comme ils l'entendent, ce qui explique que pendant la période la plus absolue de la monarchie absolue, il y a cette guerre, fronde, ça correspond au vocabulaire du XVIIe siècle, des juges qui est une constante de l'Ancien Régime, et je me suis demandé ailleurs si c'était pas une constante de la justice d'être toujours en opposition au pouvoir. En tout cas, il n'y a pas besoin d'attendre le principe de la séparation des pouvoirs pour avoir ce problème. Alors comment se manifeste cette indépendance de la justice? Alors il faut reconnaître qu'elle se développe surtout dans les juridictions régionales, qui sont les parlements. Il y a une douzaine de parlements, j'ai dit une douzaine parce que ça change, il y a une douzaine de parlements. Les parlements sont les juridictions régionales. Les parlements ont le pouvoir, ou tout du moins se sont accordés le pouvoir, faut être plus clair, se sont accordés le pouvoir d'enregistrer les ordonnances royales, c'est-à-dire ils ont une sorte de droit de veto sur les ordonnances royales, ce qui leur donne un pouvoir évidemment considérable. Ils peuvent refuser des innovations juridiques, comme ils peuvent aussi refuser des innovations politiques, et ce sera une plaie de la fin de l'Ancien Régime, puisque toutes les grandes réforme, notamment la réforme de Turgot, sera rendue impossible par l'action des parlements. Alors, c'est un grand problème, l'enregistrement des ordonnances. Le second problème, c'est la possibilité de rendre des arrêts de règlement. C'est une participation, on pourrait dire, au pouvoir législatif. À partir d'un cas particulier, le Parlement peut prendre une disposition d'ordre général. Alors, ce genre de choses est strictement interdit depuis la Révolution à la Cour de cassation, mais bon, il faut reconnaître que la Cour de cassation rend quand même des décisions qui ressemblent, dans certaines fois, à des arrêts de règlement. Mais c'est par l'arrêt de règlement que les parlements, composés d'officiers, participent à la loi, pas à la loi, plus exactement au droit, participent à la Constitution, à la réforme du droit, sous l'Ancien Régime. À remarquer quand même que il n'y aura jamais
il y a un point noir, si vous voulez. Jamais les juges royaux, que sont les parlementaires officiers, n'arriveront à unifier le droit, alors que bien avant le XVIIe siècle, en Angleterre, vous avez une unification de la coutume par l'action et par la volonté des juges royaux. Ça n'existe pas en France. Donc, à la Révolution française, on aura 700 coutumes différentes. Ça, c'est une insuffisance. Peut-être que les juges auraient pu essayer de faire un effort dans cette direction. Dernier point, est-ce qu'il existe des choses en dehors de la justice retenue, celle exercée directement par les agents du roi, et la justice déléguée, celle exercée par les officiers, que nous venons un peu de développer? Il existe des juridictions qui se rattachent ni à la justice déléguée, ni à la justice retenue. C'est la juridiction ecclésiastique qui a quand même une très grande importance. Et par exemple, tout le contentieux du mariage est réglé par la juridiction ecclésiastique. Ce sont les juridictions de municipalité, donc les juridictions de ville, qui sont apparues dans la fin du Moyen-Âge, dans ce qu'on appelle le second Moyen-Âge, et c'est la juridiction commerciale, alors qu'il fait l'objet d'un développement particulier. Bon, généralement, ces juridictions sont appelées concédées, c'est l'idée que le roi, à un moment donné, les a concédées, ce qui est peut-être vrai pour la juridiction commerciale et municipale, ce qui est faux pour la juridiction ecclésiastique, puisqu'il existe des tribunaux ecclésiastiques avant qu'il existe une monarchie française, donc on ne peut pas dire qu'elle a été concédée, mais c'est pour rattacher, si vous voulez, tout cela à la théorie fondamentale sous l'Ancien Régime, même si elle finit par être fausse, la théorie selon laquelle le roi est source de toute justice.